Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro dès demain notre ADN, l'émission. Et demain notre ADN, c'est le média de tendance sectorielle de l'ADN qui prend le temps d'analyser les enjeux et les possibles d'un secteur dans un monde qui ne peut plus faire l'économie de sa transformation. Nous le faisons avec une approche éditoriale qui est la signature de l'ADN, car l'ADN, c'est avant tout un média. On y raconte les grandes idées, les initiatives, les controverses qui façonnent notre époque, tous les jours sur le web, tous les trimestres en format revue, tous les ans dans le livre des tendances. Nous bouclons d'ailleurs l'édition 2022 dont la sortie est imminente. Nous souhaitons renouer avec l'esprit de conversation et d'engagement. Pour ce faire, nous convions chercheurs, penseurs, associations, start-up, chefs d'entreprise, bref, nous donnons la parole aux acteurs du changement afin qu'ils nous ouvrent des horizons positifs pour la planète, la société et l'économie. Le dossier que nous ouvrons aujourd'hui est consacré aux nouvelles technologies. Je vous engage à le consulter en ligne pendant toute cette quinzaine. Nous avons déjà commencé à publier et nous y explorerons comment le numérique s'impose comme une force organisatrice majeure de nos sociétés et comment nous pouvons faire en sorte, non pas de le subir, mais d'en faire autant que possible une opportunité pour tous et une source de progrès. Nous en parlerons dans quelques minutes avec nos invités, Bertrand Trastour, General Manager Kaspersky, et Valérie Hugès, consultante DPO, RSSI et membre du CEF6. Vous aussi, vous pouvez participer à la conversation. Je vous rappelle le principe. Dans Livestorm, petit onglet questions et nous partagerons une sélection en toute fin d'émission. Mais tout d'abord, comment les Français vivent-ils ces évolutions? Cette question-ci, je vais la poser à Karen Tartour. Karen, bonjour. Bonjour. Karen, vous êtes directrice conseil Kantar Insight et je vais vous laisser de ce pas la scène parce que vous allez nous présenter une étude que nous avons réalisée avec vous spécialement pour cette émission et dont le titre pose le sujet, à savoir les Français, la vie privée et les modes de travail de demain. À vous. Merci Carolina. En effet, sur les 15 minutes qui vont suivre, quelques insights sur cette vie privée, ces modes de travail de demain. Alors, on parlera d'abord de sécurité, la confidentialité des données. Est-ce qu'elle est suffisamment préservée aujourd'hui par les entreprises? La notion de surveillance aussi. On reviendra plus largement sur la question du télétravail, son impact et ce qu'on envisage à l'avenir. Et on finira sur cette limite, cette frontière de plus en plus fine entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, pour commencer, parlons de sécurité lorsqu'il s'agit de parler de ces nouveaux modes de travail. Et ce que l'on va observer, eh bien, c'est que les Français font majoritairement confiance à leur entreprise pour protéger la confidentialité de leurs informations personnelles. On le voit ici à gauche de l'écran, 63% des Français nous disent effectivement juger que le caractère privé de leurs informations personnelles est préservé dans le cadre de leur vie professionnelle, alors que ce n'est que 46% dans leur vie de tous les jours. Donc, ils ont ce sentiment-là, mais un sentiment qu'ils expriment aussi grâce aux actions finalement de l'entreprise, qu'ils jugent engagées en grande majorité dans ce respect de la confidentialité, mais également dans les mesures qui sont prises pour éviter et limiter les risques cyber. On voit bien cette confiance vis-à-vis de l'entreprise. Ce n'est pas exactement neutre parce qu'on voit bien aussi qu'ils ne sont qu'un petit tiers, 31%, à juger finalement les mesures de l'État efficaces en la matière. Donc, l'engagement de l'entreprise est très clairement salué. Alors, par rapport à l'entreprise, un petit bémol quand même, c'est qu'on voit qu'il y a un petit déficit en matière d'information, de formation et de communication sur cette question de protection des données et de circulation de l'information. Pour reprendre un de ces chiffres, on voit bien qu'ils ne sont que 38% à se sentir suffisamment informés sur ces questions de protection des données et de circulation des informations sensibles en ligne et que 47% à juger que leur entreprise communique assez clairement sur les enjeux de la protection des données. Donc, on voit qu'en la matière, il existe une certaine marge de progrès.
Alors, qu'en est-il de cette notion aussi de surveillance? Est-ce que les Français se sentent surveillés et si oui, par qui? Alors, la réponse est oui, les Français se sentent surveillés à 93% dans leur activité numérique, mais ce n'est pas tant par par leur employeur, pardon, que par les sites e-commerce, hein, par les sociétés commerciales ou par les réseaux sociaux. On le voit ici, hein, 67% des Français qui se jugent surveillés par les sites e-commerce contre seulement 27% par leur employeur. Alors, c'est peut-être une tendance qui va augmenter parce qu'on voit aussi qu'ils ont le sentiment que leur entreprise a développé de nouvelles méthodes de surveillance de leur activité, hein. Ils sont 18% à le penser et justement, en particulier les télétravailleurs, sont 27% à penser qu'il y a des nouvelles méthodes de surveillance de l'activité. Donc, peut-être quelques méfiances par rapport à des nouveaux dispositifs qui pourraient être mis en place avec une certaine généralisation du télétravail. Alors comment y remédier? Alors, il y a des actions évidemment dans les comportements, des individus, des employés. On le voit ici, ce qu'ils plébiscitent, comme solution efficace pour garantir justement le respect de leur vie privée, c'est, typiquement l'utilisation d'appareils distincts entre, les activités professionnelles et les activités personnelles. 43% a jugé qu'il s'agit d'une bonne initiative, donc une démarche de leur propre chef. Mais également, ils attendent aussi des chartes éthiques de leur employeur à 40% pour justement, encore une fois, garantir ce respect de la vie privée dans le cadre professionnel. Alors, quand on parle des modes de travail de demain, évidemment, on pense au télétravail. Est-ce que les Français en sont satisfaits? Comment cela a impacté leur vie? Eh bien, ce qu'on va retrouver, des choses assez classiques qu'on a beaucoup entendues ces derniers temps. Ce qui convient avec le télétravail, c'est le fait qu'on soit plus autonome dans son emploi du temps, plus maître de son temps. On peut être plus efficace dans une journée. Un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Et évidemment, ce qui va manquer, ce sont les interactions sociales, le travail en équipe, le sens du collectif et parfois même une charge de travail supplémentaire pour certains d'entre eux. Alors justement, quel est le temps qui a été accordé au télétravail? Donc sur les 3 derniers mois, les Français interrogés nous disent qu'ils ont eu 47% de leur temps de travail à distance et que par rapport à ce qu'ils projettent, dans l'idéal, eh bien, c'est assez en ligne, puisque quand on leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient dans l'idéal, quel est le temps de travail qu'ils aimeraient avoir à distance, ils parlent de 45%. Donc, ce qu'ils ont vécu au cours des 3 derniers mois correspond assez bien à ce qu'ils aimeraient avoir dans l'idéal. Pour autant, quand on leur demande ce qu'envisage leur entreprise en termes de proportion de temps de travail à distance, on est plutôt sur un 30%. Donc, des tendances un petit peu contraires entre la volonté des employés à être dans le télétravail et les entreprises à réduire un peu ce temps aujourd'hui. Et parce que les employés voient un certain intérêt, on l'a vu, hein, une meilleure organisation de leur temps, mais aussi des avantages pour l'entreprise elle-même. Les Français parlent d'une meilleure productivité, hein. Ils pensent que c'est un impact positif à 44% et certaines entreprises le démontrent aussi sur l'agilité, sur le business de manière générale. Évidemment, il y a aussi des bémols. On voit des impacts un peu plus négatifs sur les questions de recrutement, hein. La distance et le télétravail peut poser des difficultés pour le recrutement et également pour le management et l'esprit d'équipe, comme on l'a vu juste avant. Alors pour autant, cette question du télétravail, ces nouveaux modes de travail, ça paraît être un acquis et un incontournable pour le futur. On voit qu'on a ici 41% des Français qui nous disent qu'ils sont prêts à quitter leur emploi si jamais les conditions de télétravail proposées ne leur conviennent pas. Donc c'est vraiment aujourd'hui un élément clé dans les dispositifs qui sont proposés par les employeurs. Également un facteur d'attractivité, mais encore une fois, une condition pour certains, même sine qua non, à rester aujourd'hui. Donc finalement, ces nouveaux modes de travail deviennent un peu des incontournables dans la vie des employés. Alors, ça nécessite de l'accompagnement, hein, et qui n'est peut-être pas tout à fait au rendez-vous aujourd'hui. Quand on a questionné donc les Français et en particulier les télétravailleurs, eh bien, oui, ils en nécessitent, hein, ils demandent aujourd'hui de l'accompagnement qu'ils n'ont pas et d'avoir des outils qui sont mis à leur disposition pour être accompagnés dans ces nouveaux modes de travail. Donc, à la fois télétravail, mais pas que, utilisation d'outils numériques et bien d'autres choses pour lesquelles aujourd'hui, il manque clairement d'accompagnement.
Alors évidemment, ces nouveaux modes de travail ont un impact sur cette frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors on l'a vu, ça permet parfois un meilleur équilibre, mais ça a pour impact aussi bien une moindre étanchéité. On voit justement qu'on a 67% des Français qui nous disent que la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, elle est de plus en plus mince, hein. C'est 3/4 des télétravailleurs qui expriment cela également. Et ces nouveaux modes de travail, eh bien, elles ont très clairement réduit cette frontière. Donc, c'est de plus en plus difficile de faire la part des choses. Et justement, est-ce que c'est volontaire? Non, il y a une réelle envie de limite de la part des employés. Et on le voit, ne serait-ce que dans certains comportements vis-à-vis, par exemple, des réseaux sociaux, où on a envie de faire la part des choses. Par exemple, on a posé la question sur l'utilisation des réseaux sociaux professionnels pour partager des messages relatifs à son entreprise ou interagir avec son employeur, ses collègues de travail. Donc là, ils sont une très large majorité à être tout à fait d'accord pour utiliser leurs réseaux sociaux professionnels pour ça. Donc 58% pour poster des messages, 59% pour interagir avec leur employeur ou leurs collègues. Pour autant, quand on leur demande justement s'ils sont prêts à faire la même chose avec leurs réseaux sociaux personnels, ben là, ils sont plus qu'un tiers. Donc évidemment, on a envie de faire la part des choses, d'un côté le professionnel, d'un côté le personnel. Et justement, l'entreprise a aussi un rôle à jouer dans cette délimitation et dans cette création de frontières. On a aujourd'hui 63% des Français qui nous disent que leur employé n'a rien mis en œuvre aujourd'hui pour garantir aussi, par exemple, le droit à la déconnexion. C'est 53% auprès des télétravailleurs. Alors, les mesures qui ont été mises en œuvre quand elles existent, c'est par exemple les plages horaires de travail déterminées, les interdictions d'envoi de mails après une certaine heure. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a aussi certainement des marges de progrès pour que l'entreprise puisse créer cette frontière qui, elle, devient de plus en plus fine. Alors, on voit évidemment l'impact de ces nouveaux modes de travail dans la vie personnelle, dans le quotidien, mais finalement, ces nouveaux modes de travail ont un impact qui va bien au-delà. On questionne justement sur l'impact positif que cela peut avoir. On le voit ici, donc on voit un impact positif sur l'environnement, évidemment, ces nouveaux modes de travail permettant aujourd'hui moindre déplacement. On voit des bénéfices de l'entreprise. On parlait d'une meilleure productivité, de journées dans lesquelles on peut être plus efficace. Aussi un point, je dirais, en termes de responsabilité sociétale qui est intéressant, c'est une facilité finalement à intégrer des travailleurs handicapés, puisque ça résout en partie la problématique de la logistique et du lieu physique. Donc évidemment, de grands bénéfices à ces nouveaux modes de travail, mais également, et on le voit en bas du tableau, quelques inquiétudes sur ces nouveaux modes de travail. On le voit sur justement la question de la sécurité des données personnelles et des données sensibles, il y a une réelle question autour de ça. Si même aujourd'hui, on l'a vu, les Français font confiance à leur entreprise, pour autant, ils sont conscients qu'il y a un risque et c'est important que les entreprises travaillent là-dessus. Également sur la formation. Alors, certains aussi se questionnent sur le prix de l'immobilier en marge en se disant, évidemment, ça permet de délocaliser, ce qui est un des intérêts, la décentralisation de l'activité économique, mais qui, dans certaines régions, a un impact puisqu'on voit des prix de l'immobilier remonter. Alors, au-delà de ces impacts-là, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans l'environnement, plus largement que le sien? Eh bien, c'est aussi que ces nouveaux modes de travail, il y a un risque de creuser l'écart entre les générations et ils sont 60% des Français à nous citer cela, en nous dire effectivement que les gens qui sont moins numériques, moins digitaux, se retrouvent un peu plus en marge et ils sont en même proportion à avoir des craintes sur la fracture numérique. Alors, en conclusion de cette étude qui a été faite, qu'est-ce qu'on va retenir? Donc, il est important en matière de sécurité que les entreprises continuent de s'engager, mais c'est important de faire et aussi de faire savoir. Donc, une question en termes de formation, d'information. Un vrai sujet autour de la surveillance. On voit bien que là aussi, on a relativement confiance. Pour autant, on a quand même 27% des personnes qui se sentent surveillées par leur entreprise. Donc, il y a besoin d'être rassuré aussi sur cette dimension qui est clé aujourd'hui.
cette notion du télétravail, qui est un mode de travail incontournable, qui est un vrai facteur d'attractivité aujourd'hui, voire une condition sine qua non, important de l'accompagner aussi et d'accompagner la formation sur l'usage des outils à distance. Et puis, le rôle de l'entreprise qu'il ne faut pas négliger sur cette définition de la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On le voit, il y a quand même le souhait de mettre des limites et même si la frontière reste mince, elle nécessite d'être maintenue. Karen, merci infiniment pour cette étude passionnante. Déjà beaucoup de commentaires en zone de chat et j'en profite pour partager ce message. Oui, on pourra vous partager les slides de cette présentation à la fin de l'émission, donc pas de panique. Vous pourrez vous plonger dans le support pour justement bien comprendre de quoi il en retourne. Et maintenant, effectivement, nous allons commencer la conversation autour de ces thèmes qui sont nombreux avec Valérie Hugès. Bonjour Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Et Bertrand Trastour. Bonjour Bertrand. Bonjour à toutes et à tous. Bertrand, vous êtes General Manager de Kaspersky France, plus quelques zones en Afrique, je crois, c'est bien ça? C'est ça. Vous avez un très long titre, alors c'est pour ça que j'ai préféré vérifier avec vous que c'est bien le bon périmètre. Et Valérie, vous êtes consultante DPO, RSSI et membre du CEF6. Alors pareil, ça fait beaucoup d'abréviations et d'acronymes, mais justement, ce sera l'objet de ma première question et elle vous est destinée, Valérie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement votre périmètre d'action au quotidien dans votre métier et votre expertise, s'il vous plaît? Bien sûr, et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, j'accompagne les RSSI, alors les responsables de sécurité des systèmes d'information. Je le précise parce que récemment, chez un client, on m'a demandé ce que c'était qu'un RSSI. Donc, on voit que en termes de sensibilisation et de communication, il y a des choses à faire. Et sur la partie des PO, donc c'est le respect être garante du respect de la protection des données à caractère personnel dans les entreprises. Moi, mon objectif, en fait, c'est d'améliorer la maturité des entreprises ou des structures au sens large en termes de cybersécurité et justement de conformité au fameux RGPD, Règlement général de protection des données de 2018. Et tout ça, ça passe par pas mal de choses et ça rejoint un des points dont on parlera sans doute tout à l'heure sur ce que font les entreprises. En fait, il y a beaucoup de choses que font les entreprises pour être en conformité et que ne voient pas forcément les collaborateurs en termes d'analyse de risque, en termes de documentation, de structure, de gestion des systèmes d'information. Donc ça, on en parlera plus tard, je pense. Et en tout cas, c'est un sujet passionnant et n'hésitez pas à m'interrompre parce que je peux partir dans pas mal de digressions. Alors, je suis effectivement un peu la maître des horloges de cette émission et comme on l'a vu avec Kantar, il y a beaucoup de dimensions qui en plus se recouvrent et s'interfèrent. Donc, effectivement, on va essayer dans le temps qui nous est imparti, de vous faire la présentation la plus large possible sur ces sujets. Et Bertrand, je voudrais que vous nous présentiez aussi justement Kaspersky, parce que voilà, c'est une entreprise dont le nom est très connu, mais je voulais entendre avec vos mots justement le périmètre et les missions de la société en France et sur la zone sur laquelle vous opérez. Alors, en quelques mots, Kaspersky est une société de cybersécurité qui a maintenant presque 25 ans, on fêtera nos 25 ans l'an prochain, qui a été fondée par Eugène Kaspersky, qui est assez connu dans notre domaine de la cybersécurité. Notre mission, elle est de proposer aussi bien à des particuliers, des petites entreprises, des grands groupes, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, des solutions de sécurité pour le poste de travail, pour les serveurs, pour les réseaux. Et on fait ce métier-là voilà, depuis 25 ans. Et sur la France, nous sommes à peu près 70 collaborateurs sur la France et sur l'Afrique, on va dire francophone, de langue française, pour promouvoir ces offres. Et puis voilà, on travaille main dans la main avec des RSSI, avec tout un écosystème de sociétés pour améliorer le quotidien de la cybersécurité des entreprises et des collaborateurs. On va en parler justement plus tard de cette dimension accompagnement, conseil, audit, analyse. Tout d'abord, une première question sur l'enseignement de l'étude Kantar. Alors, justement,
moi, l'émission, je l'ai appelée numérique, nouveau mode de travail, vie privée, les nouvelles règles du jeu. Est-ce que justement, dans cette étude Kantar, il y a des résultats qui vous ont interpellé, qui vous ont surpris? Qu'est-ce que vous en retenez de ce que nous venons de partager? Pour moi? Alors oui, je vais commencer peut-être. Du coup, moi, ça m'a pas vraiment surprise. En fait, c'est plutôt l'aspect confiance en l'entreprise que j'ai trouvé intéressant, parce qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses au sein de l'entreprise, on en reparlera, mais c'est sûr que c'est pas forcément visible des collaborateurs, donc je trouve ça intéressant. Finalement, il y a un taux de confiance relativement intéressant. En revanche, bon, bah, la défiance vis-à-vis de l'État, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a un manque d'exemplarité au niveau de l'État qui fait que sur des sujets comme le Health Data Hub, etc., il n'y a pas eu de prise de position très claire en termes de protection des données, si je puis dire. Et enfin, globalement… Est-ce qu'on peut d'ailleurs rappeler rapidement, vous faites référence au Health Data Hub, justement, quel est le point de friction sur ce sujet? Alors, le point de friction, il est très simple, c'est que la volonté de centraliser l'ensemble des données de santé des Français a été initiée, sauf que le projet a été mis ou donné à Microsoft ou alloué à Microsoft, ce qui fait que Microsoft étant un hébergeur américain, même s'il a des data centers en France, il est soumis au Cloud Act, donc avec les potentielles fuites et en tout cas exposition des données qui sont des données sensibles, donc des données à la fois personnelles et en plus ultra sensibles. Donc le débat est en cours parce qu'effectivement, je parlais d'exemplarité. Alors, je suis pas au cœur du sujet, bien évidemment, mais il y a des moyens d'héberger les données de santé de façon plus souveraine, on va dire. Voilà, effectivement. Alors, du coup, effectivement, il y a cette question de la labellisation de confiance autour du cloud, etc., ou peut-être un meilleur appel d'offres. Mais c'est voilà, typiquement un des problèmes auxquels on peut se retrouver confronté en 2021. De votre côté, Bertrand, sur Kantar, est-ce que… je reviendrai, ouais, les 57% de collaborateurs qui font confiance. C'est ça qui est important. Je rejoins Valérie. 57% des collaborateurs font confiance en leur entreprise, dans les dispositifs, dans la gouvernance qui a été mise en œuvre pour sécuriser leurs données. On aimerait que ce soit 100%. Ça veut dire qu'on a encore un espace de conviction qui est présent. Ça veut dire qu'on a encore un travail à faire, nous, DPO, entreprises, pour que les collaborateurs se sentent en confiance. Maintenant, 57%, c'est pas neutre. C'est un beau résultat. Je pense que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, peuvent s'enorgueillir d'avoir un tel taux de satisfaction, si on peut le dire, de la part de leurs collaborateurs quant à la protection de leurs données. Et vous pensez que justement c'est dû à quoi ce taux? Alors effectivement, ça fait d'ailleurs partie d'une des questions que j'avais prévues plus bas, mais vu que tous deux vous remarquez ce taux très intéressant, surtout dans une époque de défiance généralisée, il faut bien le dire, hein, que ce soit par rapport à l'État, par rapport aux médias, et effectivement les Français font part d'un lien de confiance relativement élevé et préservé avec leur entreprise. Vous pensez que c'est le fruit d'un travail qui a commencé il y a quelque temps déjà en termes de sensibilisation à ces questions? Oui, moi, je pense, ouais, effectivement, je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est tout l'intérêt d'avoir cette vision à la fois SSI et DPO. C'est que le RGPD, à nouveau, a beaucoup stimulé les entreprises, tout simplement parce que il y a des sanctions à la clé. Et que la protection des données personnelles, elle passe par des mesures de cybersécurité, par tout un tas de choses qui sont dans les référentiels ISO 27000, etc. Donc, ça a été un driver, ça a été un peu à marche forcée, on va dire, hein, parce qu'il y a un enjeu derrière potentiellement financier et d'image pour les entreprises qui ne sont pas conformes au RGPD. Mais ceci étant, moi, je l'ai vu vraiment depuis 2 ans, un vrai décollage des sujets à la fois techniques, mais aussi de sensibilisation. Donc, un vrai effet RGPD, quoi. Ah, pour moi, oui, clairement. Ouais.
Je rejoins complètement Valérie. Le RGPD a été en 2018, quand ça a été propulsé sur le devant de la scène, le montant des sanctions effrayait beaucoup de gens. Ça a été un accélérateur. Ça a été un facteur accélérateur d'appropriation de la problématique de la confidentialité des données par les entreprises. Toutes les couches d'entreprises ont été concernées. Je pense qu'on a peut-être sur les TPE aujourd'hui encore un gros travail à faire parce que manque de temps, manque de moyens, manque peut-être d'appréhension du sujet de la part de leurs dirigeants. Mais en tout cas, c'est un phénomène d'accélération. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec Valérie. D'accord. On va aborder le sujet de la sécurité. Je voudrais qu'on fasse un bilan. D'ailleurs, c'est déjà des questions qui ont aussi été posées dans le chat. 18 mois après le début de la pandémie, alors on nous avait dit à l'époque, ouh là là, mon Dieu, avec effectivement cette bascule un peu à marche forcée dans le travail hybride à minima et dans le télétravail massif, ce déploiement massif du télétravail. Est-ce que les entreprises ont-elles été plus attaquées? Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Est-ce que les cybercriminels ont profité de la période? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a un petit peu de recul maintenant sur ces questions-là, sur cette période? C'est clair que la pandémie a accéléré le télétravail, a accéléré les cyberattaques. On l'a vu d'ailleurs, puisque ça a fait les gros titres, des attaques d'hôpitaux, de mairies, etc. Donc de structures qui n'étaient pas forcément a priori des cibles privilégiées, mais les gens se sont organisés comme ils ont pu et la mise en œuvre d'outils personnels aussi a facilité ces attaques parce que malheureusement, bon, tout le monde n'est pas équipé déjà, mais pour les personnes qui sont équipées d'ordinateurs personnels ou de smartphones personnels, ça a été des vecteurs d'attaque potentiellement supplémentaires parce que les gens n'étaient pas protégés suffisamment, tout simplement. Nous, de notre côté, ce que l'on voit chez nous dans nos systèmes, c'est à peu près plus de 420 000, on va dire, objets malveillants par jour, nouveaux. C'était 1 il y a 25 ans. Donc, ça vous donne déjà l'évolution qui était absolument exponentielle. Ce qu'il faut voir, c'est que pendant la pandémie, on n'a pas mesuré beaucoup plus d'attaques en soi, de façon générale. Par contre, sur des attaques ciblées, oui, on a eu plus 700% d'attaques ciblées sur des entreprises ou des organismes publics français. Plus 700%. Donc, je fais le distinguo entre, on va dire, la criminalité, les tentatives de phishing générales que tout à chacun peut avoir dans sa boîte aux lettres personnelle ou professionnelle, et des entreprises qui se sont retrouvées ciblées par la cybercriminalité à des fins soit de destruction d'un appareil de production, soit d'espionnage ou de tentatives d'extorsion plus basiques, on va dire d'extorsion de fonds. Donc, là-dessus, par contre, la pandémie a généré ce type de phénomène. Et alors donc justement, ce que vous disiez Valérie, avec des organisations qui justement étaient relativement préservées, on va dire, comme les hôpitaux par exemple, qui tout d'un coup se sont retrouvés dans une forme de vulnérabilité nouvelle. Oui, bien sûr. Vous savez, les attaquants, ils cherchent aussi la facilité et des structures comme les hôpitaux qui n'ont pas comme vocation première de faire de la cybersécurité, effectivement, c'était des proies faciles. Et puis, pour rejoindre ce que disait Bertrand, les attaques, on parle des attaques de phishing, elles sont de plus en plus ciblées, effectivement, parce que les attaquants récupèrent des informations sur les réseaux sociaux, par exemple. Et puis, elles sont de plus en plus professionnelles. On n'est plus au phishing ou mail mal écrit, plein de fautes d'orthographe. On est vraiment sur des choses très ciblées et les gens se font piéger, y compris dans des contextes professionnels. Et surtout, il faut se souvenir de la pandémie et de la pression qu'il y avait sur les hôpitaux à cette époque-là. Les gens n'avaient pas du tout le recul pour analyser correctement ces menaces-là. Ouais. Je rebondis effectivement sur ce que vous dites, Valérie, c'est qu'il y a un degré de sophistication maintenant. Et d'ailleurs, je fais mention dans un article que nous avons publié hier, on n'est plus du tout dans ces attaques phishing grossières, à la papa, j'ai envie de dire, avec des fautes d'orthographe énormes. Et justement, je fais référence à, par exemple, Pegasus, qui est le logiciel espion qui a ciblé des personnalités. On est sur un autre contexte, mais ce qui est intéressant dans Pegasus, c'est l'attaque zéro clic. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a même plus besoin
de cliquer sur un SMS malveillant pour être contaminé. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à des attaques qui sont extrêmement sophistiquées. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Les attaques sont extrêmement, oui, sophistiquées. Pegasus, on est dans un autre registre qui est quand même de l'espionnage. Du logiciel d'espionnage, tout à fait. Voilà, de mise sous surveillance de différentes personnalités, sur les attaques auxquelles on fait face aussi bien en effet des hôpitaux, des entreprises, c'est en effet soit de tenter de leur extorquer des fonds, soit, et ça c'est un point important aujourd'hui, c'est d'attaquer le plus faible pour attaquer le plus gros. Si on prend des entreprises du CAC 40, des grandes administrations françaises, ce sont des gens qui ont des moyens de s'équiper en solutions de sécurité, en humains, en collaborateurs, en compétences, et qui, sur une attaque même sophistiquée, vont avoir des moyens de réaction ou d'anticipation de la menace. Par contre, leurs fournisseurs, leurs partenaires économiques peuvent en effet être plus vulnérables parce que plus petits, parce que n'ont pas une taille critique suffisante pour avoir ce type de collaborateurs ou de compétences, et donc vont être ciblés par les attaquants comme étant le maillon un peu moins fort de la chaîne de sécurité et d'essayer de rentrer chez la cible finale, qui est le grand groupe, en passant par des prestataires de services, ses partenaires économiques. Donc là, on est face à des attaques en effet ciblées qui peuvent prendre du temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, avant d'arriver à leur fin, de naviguer au sein d'un système d'information, de collecter de l'information, d'extirper de l'information, et puis ensuite, on fait sauter la banque, je dirais vulgairement parlant. On appuie sur le bouton et puis on essaye de monétiser l'attaque. Alors justement, Bertrand… Ah, pardon, Valérie. Oui, ça me faisait penser à un sujet qui est très important aussi, dont on ne parle pas forcément, c'est la maîtrise de l'écosystème des partenaires. Et il est vraiment important de bien choisir ses partenaires, de bien savoir, si on reparle des données à caractère personnel, ce qu'ils font de vos données et où ils les transfèrent potentiellement. Donc, de maîtriser cet écosystème, d'avoir des contrats qui tiennent la route avec des exigences de sécurité, de conformité qui sont claires dès le départ. Parce que, effectivement, comme dit Bertrand, c'est le maillon faible de la chaîne qui est le plus vulnérable et qui est le point d'entrée des attaquants. D'autant plus qu'effectivement, il y a des configurations où ces grandes entreprises sont reliées informatiquement à leurs partenaires dans cet écosystème et que justement, cette vue écosystème, ça peut être aussi un schéma essentiel quand on pense la cybersécurité d'une entreprise. Ce qui me permet justement d'aborder la question des enjeux d'intégration, d'intégration de la cyber dans les stratégies d'entreprise. Justement, j'imagine que vous voyez beaucoup d'entreprises passer, beaucoup de configurations, d'exemples. On parlait en introduction du degré de maturité de chacun. Voilà, on est en octobre 2021. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, d'une part, et d'autre part, quels sont vos conseils justement pour bien intégrer les enjeux cyber dans une stratégie d'entreprise? Alors moi, effectivement, j'ai la chance de voir des contextes assez différents et avec des niveaux de maturité différents. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il faut préparer une stratégie en adéquation avec les valeurs et les capacités de l'entreprise. On parle de solutions techniques, toutes les structures n'ont pas les moyens d'investir dans des outillages. Le marché, Bertrand est bien placé pour le savoir, le marché des éditeurs de solutions de sécurité est en pleine expansion et c'est pas terminé. C'est très difficile de choisir les bonnes solutions et parfois, ce qui compte, c'est le processus qui est derrière. En fait, l'outil ne fait pas tout. Donc, la stratégie, moi, j'ai un petit regret pour l'instant, c'est le positionnement des RSSI dans les entreprises. D'ailleurs, on dit RSSI responsable et non pas directeur de sécurité. On va dire CISO en anglais, c'est plus simple. Mais il y a parfois un manque de visibilité et du coup de légitimité dans l'organisation. Et c'est un peu la même chose pour le DPO d'ailleurs, parce que je suis pas convaincue que tout le monde sache ce qu'est un DPO. Et parfois, c'est une double casquette avec un rôle juridique, etc. Donc, ces rôles-là manquent encore de légitimité dans les organisations. Mais une fois que c'est en place, là, les budgets se débloquent quand même pas mal en ce moment, je trouve.
Alors, je rebondis sur ce que Valérie vient de dire, qui est excessivement important. Pour moi, j'ai beau être travailler pour un éditeur de software. Je dirais à toutes les entreprises qu'on a aujourd'hui dans ce meeting, ce n'est pas tant le nombre de solutions que vous allez mettre en œuvre qui va faire que vous ayez une bonne sécurité. C'est d'abord la gouvernance. C'est d'abord le fait de quels sont les enjeux de la cybersécurité vis-à-vis de mes enjeux business. Business, c'est-à-dire ce qui fait vivre mon entreprise, comment mon entreprise se positionne sur son marché et la criticité de mes données. Est-ce que je fais de la R&D? Est-ce que j'ai de la propriété intellectuelle, etc., etc. À partir de là, on va pouvoir décliner une politique de sécurité, d'acheter un outillage, de recruter des compétences et de positionner le curseur, puisque la cybersécurité, c'est un curseur qu'on va positionner par rapport aux enjeux business de l'entreprise. Et ça revient à la place du RSSI au sein de l'entreprise. Trop souvent, ça va faire maintenant 12 ans que je suis dans la cybersécurité. Combien de fois on voit le RSSI qui est un petit peu isolé, auquel on lui demande son avis. Ça change, heureusement, depuis quelques années, entre autres depuis que le RGPD est là. Le RSSI doit avoir une place centrale. Il doit être audible au niveau de la direction générale du groupe ou de l'entreprise en question, et pas simplement avoir un avis consultatif pour la bonne forme. Non, il est là pour appuyer, donner des directives et que ces directives soient mises en œuvre pour le bien de l'entreprise et sa pérennité. C'est indispensable. Et c'est pas seulement la cybersécurité, c'est pas seulement dire j'achète des solutions, je les empile. Non, on peut empiler toutes les couches de sécurité qu'on veut. Si on n'a pas la gouvernance et si on n'a pas derrière, et ça c'est un autre sujet qu'on abordera certainement, les bonnes formations et les bonnes compétences au sein de l'entreprise, on ne fera pas quelque chose de très bon. Et nous sommes face à des gens qui, dans la cybercriminalité, rivalisent d'intelligence, rivalisent d'ingéniosité. Et quand ils voudront rentrer chez vous, ils n'hésiteront pas à mettre tous les moyens en œuvre pour le faire. Donc, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas la bonne gouvernance, je dirais que là, c'est le début de vos ennuis. Alors justement, du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que pareil d'ailleurs, ça apparaît sur la zone de chat. Vous parlez des compétences, vous parlez de la formation, vous parlez de la sensibilisation, du rôle des collaborateurs aussi pour que justement, en plus dans un moment où les modes de travail changent de façon si profonde, où justement les collaborateurs sont en demande d'autonomie, veulent plus d'empouvoirment, veulent une liberté par rapport au device qu'ils utilisent avec le fameux Bring Your Own Device, etc. Comment on met en musique, effectivement, vous avez parlé des solutions technologiques qui sont un peu le socle, mais qui ne se suffisent pas en soi, la gouvernance, la place du RSSI au sein de la direction générale, les collaborateurs, voilà, la formation, la sensibilisation. Peignez-nous ce tableau idéal. Comment on met en musique tout cela? Alors, moi, je le fais assez concrètement pour mes clients. En fait, il faut considérer que la cybersécurité, la conformité au RGPD, c'est un module de formation à part entière qui doit être obligatoire tous les ans et renouvelé. Alors, il faut que ce soit un peu sexy, il faut le faire de façon ludique, etc. Donc, c'est un travail un peu de communication. Et à part ça, il faut diversifier les vecteurs de communication. Alors, bon, on peut faire du e-learning, on peut faire des newsletters, etc., etc. Il y a pas mal de choses. Et ce que je fais aussi, parce qu'on parle de télétravail, je fais aussi à la demande des clients, parce que c'est une vraie nécessité, un peu des bonnes pratiques autour de la sécurité du poste de travail, que ce soit au bureau. Surveiller son ordinateur, c'est un outil important, et en télétravail a fortiori. Quelques règles de base, on va dire, des règles que tout un chacun peut utiliser dans son monde personnel et professionnel. Donc, c'est des choses qu'on essaie de communiquer. Après, on peut faire en termes de change management avec des relais, des référents qui nous aident dans ce qu'on a une organisation un peu décentralisée ou internationale. Donc, il y a pas mal de choses à faire qui sont assez sympas d'ailleurs. Et puis là aussi, on a des solutions toutes prêtes de type campagne de phishing pour tester, et non pas pour piéger, hein, mais pour tester la maturité des entreprises.
on reste dans un bon esprit. Donc, ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est comme une hygiène de vie finalement, c'est une discipline, ça se renouvelle, on apprend des trucs et effectivement, tant qu'à faire, pour embarquer au maximum les collaborateurs, que ce soit sexy, que les supports de communication soient travaillés d'une façon attractive, avec même ce côté un peu marketing, communication pour donner de l'appétence sur ces sujets-là. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et ce qu'il faut bien voir, l'humain n'est pas le maillon faible. Il ne faut pas parler de l'humain comme ça. C'est le premier maillon fort dans la chaîne de cybersécurité, à condition qu'on ait fait, comme l'a dit Valérie, des formations, qu'on l'ait enrôlé dans cet esprit-là. Mais l'être humain, dans la chaîne de cyber, oui, c'est le premier rempart. Donc, il y a plein de choses à faire. Il y a en effet toujours cet aspect ludique pour embarquer les collaborateurs dans cette histoire-là, pour les rendre acteurs de leur propre cybersécurité, de leur faire comprendre les enjeux, de leur faire comprendre les risques, dont ils pourront aussi tirer bénéfice pour leur usage privé. Puisque, en fait, on parle de porosité aujourd'hui avec le télétravail entre le privé et le perso. Eh bien, l'intérêt, c'est qu'en formant, si l'entreprise s'investit pour former ses collaborateurs à la cybersécurité, à ces enjeux-là, eh bien, il y aura aussi un bénéfice à titre personnel. Donc, là-dessus, l'humain, pour moi, doit rester un socle fondamental des premières briques de cybersécurité. Et j'ai une question, justement. Est-ce qu'on sait si les jeunes générations, les digital natives, les Z, comme la façon dont vous souhaitez les appeler, sont, alors de deux choses l'une, je me dis, soit elles sont plus sensibles à ces sujets de sécurité, elles les ont intégrés justement dans cette discipline et cette hygiène numérique, soit d'un autre côté, justement, elles ne veulent absolument aucune barrière, obstacle, frein, et elles cherchent à tout prix à contourner ce qui pourrait apparaître comme des obstacles. Est-ce qu'on a une idée sur ce type de comportement? Bertrand, je vous laisse répondre. Non, mais moi, je vois peut-être pas. Peut-être. Moi, j'ai des enfants qui sont des jeunes adultes, donc qui voient en premier leur liberté. Donc, ils sont malgré le fait que je leur parle de cybersécurité matin, midi et soir, ils sont pas très ouverts à ça, je dirais. D'accord. Je rejoindrais Valérie. Moi, j'ai fait un travail d'éducation dans mon cercle familial sur le sujet. Il y en a toujours à faire. D'accord. Vous remettez constamment l'ouvrage sur le métier. De toute façon, on est dans un monde qui est très mouvant sur la cyber et qu'il faut absolument en permanence rester à l'écoute, former les gens, leur faire prendre conscience que le merveilleux outil qu'on a au bout de la main qui s'appelle un smartphone, qui a des possibilités qu'on n'aurait même pas imaginées il y a une dizaine d'années, c'est à la fois génial, ça peut faire plein de choses, ça nous rend un service fou dans notre quotidien, mais il y a aussi potentiellement des conséquences. Donc là aussi, c'est de le faire comprendre, c'est de l'expliquer par des mots simples, c'est de la formation. C'est valable dans l'entreprise, c'est valable à titre personnel. Voilà. Mais est-ce que les jeunes sont plus réceptifs ? Pas sûr. Quand je vois les comportements de jeunes adultes dans ma famille, quand on leur explique bien, oui, mais il faut peut-être qu'on les ait pris la main dans le pot de confiture une fois. C'est un peu plus efficace. Alors on attendra plus de données peut-être un jour avec Kantar sur ce sujet bien précis. Je voudrais qu'on aborde l'épineuse question de la surveillance au travail. Alors, on se souvient que fin 2020, Microsoft avait dû faire marche arrière justement sur une fonctionnalité qu'ils avaient intégrée dans un outil collaboratif qui, je crois, devait faire partie de 365, qui justement calculait un score de productivité. Donc voilà, ça typiquement, bon, ils étaient revenus en arrière là-dessus assez vite parce que ça ouvrait plein de questions, notamment autour de la surveillance. Donc, je fais cette introduction-là pour montrer que cette fameuse surveillance au travail, elle peut prendre différentes formes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là? À quoi il faut s'intéresser quand on aborde ces sujets-là? Alors moi, je le vois par le prisme typiquement des outils de sécurité qu'on peut installer, mais dans un but de protection, parce que
parle de la messagerie par exemple. La messagerie est un gros vecteur d'attaque. Donc, on a des solutions qui s'appellent des Endpoint Protection and Response Equipment qui permettent de surveiller un peu ce qui rentre et ce qui sort au niveau messagerie. Donc, effectivement, ce genre d'outil peut être considéré comme une forme de surveillance aussi. Après, il y a des outils, je pense que c'est ça dont vous vouliez parler, un peu plus personnels, d'espionnage sur les smartphones. En fait, en tout cas, moi, d'un point de vue professionnel, il est sûr qu'il faut expliquer ce qu'on installe et pourquoi on l'installe et quel est l'objectif et strictement se limiter à cet objectif-là. Moi, je pense que sur la partie, ce sentiment qu'ont les collaborateurs d'être espionnés. Dans les entreprises, je pense qu'on a des moutons noirs, il y en aura toujours. On l'a vu en début de confinement, il y avait eu quelques reportages à la télé sur le sujet d'entreprises qui installaient certains logiciels. Alors, plus ou moins déclarés, avec des finalités plus ou moins avérées, bon, peu importe. On est dans un état de droit. Il y a la loi, il y a un code du travail, et là-dessus, il faut faire confiance aujourd'hui à la justice et à ces organismes-là et à la loi. Premier point. Deuxième point, il y a en effet, dans les outils de cybersécurité ou autres, on a bien sûr ce qu'on appelle des logs, c'est-à-dire tout un tas d'informations qui sont collectées sur les entrées, les sorties, ce que font les gens, etc. Maintenant, ce ne sont pas des outils qui ont pour vocation d'espionner, ce sont plutôt des outils statistiques et qui permettent de dire, tiens, on a eu tel type de volume de données ou comment se comportent les utilisateurs. C'est encore différent. Après, il y a des outils légaux, vendus pour quelques euros sur Internet. Alors ça, c'est plutôt dans le cadre personnel. C'était aussi dans le cadre de la pandémie. On travaille pas mal là-dessus. Des outils légaux que dans un couple, l'un des deux partenaires va utiliser pour espionner l'autre. Donc, c'est un outil qui va s'installer sur le téléphone. On appelle ça dans notre jargon les stalkerware. Ouais. Et les stalkerware, vous avez un meilleur accent que moi, Bertrand. Les stalkerware sont un véritable enjeu parce que on est dans le commencement des violences conjugales. L'espionnage, c'est le commencement des violences conjugales. Et ça a d'ailleurs été caractérisé dans la loi très récemment comme étant un facteur aggravant des violences conjugales si ce type d'outil est utilisé par l'un des partenaires. Là-dessus, on a un véritable enjeu. On travaille, nous, sur ce sujet et en collaboration avec d'autres éditeurs, avec des associations de protection des femmes, entre autres. On a développé un outil gratuit. Alors, pour un éditeur, vous me direz, c'est nouveau. Oui, on a fait un outil qui est open source, qui s'appelle TinyCheck, qui vise à checker, on l'a mis au départ à disposition d'ONG, à checker un téléphone portable qui pourrait être amené dans le cadre, tiens, est-ce que je suis surveillé? Et cet outil permet de voir en quelques minutes si en effet il y a un logiciel ou des logiciels qui vont remonter de l'information caractérisée sur ce téléphone. L'outil, on l'a fait connaître, on a eu la chance de le montrer à différentes autorités ces derniers temps, au Forum international de la cybersécurité de Lille qui a eu lieu au mois de septembre. On a eu le plaisir de le voir sur le stand de la police nationale. C'est un outil qui est open source. On a des entreprises qui sont venues nous voir en nous disant « ça nous intéresse parce qu'on a ce questionnement au sein de nos entreprises de la part de collaborateurs, donc ils vont voir leur service RH, ou même pour des besoins de sécurité interne, de se dire est-ce que potentiellement on a des outils qui auraient pu être manipulés ?» Donc voilà, c'est ça le stalkerware, c'est un véritable enjeu sociétal. Et on rejoint à la fois des risques pour l'entreprise, des risques pour le collaborateur dans sa vie personnelle, et puis c'est l'intérêt aussi des ONG et du gouvernement ou des autorités qui sont liées au gouvernement à pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et on a un véritable enjeu. Moi, je voulais juste rajouter, parce que ça me faisait penser aussi à un autre sujet qui n'est pas ressorti du tout de l'enquête, et si on parle des déviances un peu de la cybersécurité, c'est la manipulation des données. Alors là, c'est un vaste sujet, mais quand on voit ce qu'on peut faire en manipulant les données via les réseaux sociaux, c'est là aussi un énorme enjeu politico-sociétal, je dirais. Absolument. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour terminer avec les questions des stalkerware, pour à nouveau répéter quelque chose qui m'avait frappé quand on avait préparé cet entretien en amont, Bertrand, quand justement vous nous disiez la nécessité absolue de faire de la sensibilisation et de la pédagogie, parce que typiquement, par exemple,
si on a le malheur de trouver ce type de mouchard sur son smartphone, le premier réflexe assez naturel pourrait être de s'en ouvrir à son conjoint ou sa conjointe, selon les cas. Et ça peut être quand même une assez mauvaise idée parce qu'effectivement, en général, quand on commence à pratiquer l'espionnage au sein de son propre couple, c'est que les bases ne sont pas forcément idéales. Et en fait, vous nous disiez la nécessité de sensibiliser pour que justement, quand on trouve ce genre de choses, d'aller plutôt se diriger vers les autorités parce que ça, typiquement, ça peut constituer un début de preuve. C'est en effet caractérisé dans la loi depuis peu comme étant une circonstance aggravante justement d'une violence conjugale. Donc voilà, maintenant c'est inscrit dans la loi. Des ONG disposent de l'outil TinyCheck. On a des solutions de sécurité. Alors les nôtres et puis certains de nos confrères aussi, vous installez une solution de sécurité sur un smartphone Android. On peut détecter ce type de logiciel légal, encore une fois, mais malveillant dans son utilisation et illégal dans son utilisation. Et en effet, le premier réflexe que doit avoir la personne qui est ciblée, c'est de s'en ouvrir aux autorités compétentes. Et enfin, pour terminer sur cette boucle, avant d'aborder notre dernier sujet, je voudrais que vous nous donniez quelques conseils justement par rapport précisément à cette question de la porosité entre vie personnelle et vie privée. Justement, voilà, on voit que déjà en termes de temps sociaux, cette porosité, elle existe. Aussi en termes de device utilisés, effectivement, il y a une ligne qui est quand même de moins en moins nette. Comment on fait justement pour éviter au maximum des dangers comme le doxing ou tout autre type de menaces? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner là-dessus? Je pense on en a déjà parlé tout à l'heure sur forcément la sensibilisation, les communications sur les bonnes pratiques. Et puis après, je dirais que la difficulté, c'est que chacun réagit différemment par rapport au télétravail. Et c'est vrai que même le droit à la déconnexion, moi je l'ai vu chez certains clients, interdit d'envoyer des messages. Non, on recommande de ne pas envoyer de message avant 7h30 et après 19h. Bon, après, chacun fait comme il le sent. Et puis, c'est aussi une problématique individuelle, je dirais. Donc, l'entreprise donne les bases, mais après, la mise en pratique, elle est assez individuelle. Oui, il y a plusieurs choses. Sur l'aspect, on va dire, device. Pour moi, on doit bien dissocier, avoir un device professionnel à des buts professionnels et un device personnel où on va faire, en effet, ses réseaux sociaux personnels, etc. Bon, ça, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, il est possible que la jeune génération voit les choses différemment. Mais je pense qu'une forme d'étanchéité déjà dans l'utilisation des devices, c'est plutôt sain. Ça évite de mélanger les sujets et les données de l'entreprise restent sur un support qui appartient à l'entreprise. Tout comme je pense qu'il est absolument dangereux de prendre son Dropbox personnel ou autre système de box dans le cloud pour y mettre des données de l'entreprise pour les partager avec un client ou même un autre collaborateur. Mais ça, c'est des pratiques, malheureusement, que l'on voit. Et ça passe par l'éducation, ça passe par des outils, ça passe par beaucoup de choses. Mais ça, c'est de la maturité. Après, il y a la notion du temps de travail. Je dirais que nous, on y a été aussi confrontés. On est passé, alors on était prêts, on est une société digitale, on travaille dans le monde du digital. Les collaborateurs étaient quasiment prêts à travailler en mode remote, comme ça. Bon, ce qui n'est pas le cas de la majorité des entreprises de ce pays. On a des entreprises qui étaient prêtes, d'autres qui ne l'étaient pas, qui se sont équipées en catastrophe. Nous, on avait cette chance d'être quasiment prêts. Maintenant, oui, les gens se sont organisés au fil du temps. Au début, on était sur des horaires globalement normaux, 8h30, 9h, jusqu'à 18h30, 19h, 19h30 pour certains cadres. Bon, voilà, on travaillait comme on travaillait au bureau. C'est vrai que les choses ont un peu changé au fil du temps. C'est vrai qu'on a des collaborateurs, moi je l'ai vu, il y a les enfants dont il faut s'occuper. On voit le collaborateur qui va se déconnecter à 17h30, 18h, se reconnecter à 20h, jusqu'à 23h. On voit des mails passer à 23h. C'est pas... comment dire? Je dis pas que c'est bien.
je dis que là, on est un peu, avec les RH, on dit clairement, attention, le droit à la déconnexion, respectez ça, ne faites pas de réunion après telle heure, n'envoyez pas un mail après telle heure. Après, les utilisateurs, ben, ils sont maîtres de leur temps et ils font aussi un peu les choses comme ils le veulent malheureusement. Et cette porosité, on essaye nous, tous les lundis en réunion manager, je le redis ou la RH le redit, le droit à la déconnexion existe, il faut que vos collaborateurs respectent ça. Maintenant, dans les faits, c'est parfois, les collaborateurs ont pris ces habitudes par rapport à l'environnement personnel. Après, ce qu'on a fait là, c'est ben, on a réouvert les bureaux, on a fait revenir les gens 3 jours par semaine, ça y est, voilà, ils reviennent. On retrouve le plaisir aussi de travailler ensemble, on abandonne cet esprit, c'est super, on est en home office, on fait de la productivité à tout va. Non, le bon équilibre dans une équipe, dans une entreprise, c'est OK, il faut de la productivité. Il y a aussi le fait qu'on soit ensemble, qu'on travaille ensemble, qu'on résolve tous les petits tracas du bureau du quotidien, qu'on les résolve auprès de la machine à café. Et c'est ça de travailler aujourd'hui, à mon sens, au XXIe siècle et en post-pandémie. C'est voilà, où est-ce qu'on va mettre le curseur? Comment toutes ces choses-là vont se stabiliser dans les prochains mois? Comment va-t-on atterrir? Et ma toute dernière question, est restez encore un petit peu avec nous parce que je pense que je suis en train de déborder, il est 12h57, mais cette question-là, elle est importante. La place des femmes dans un univers qui est connu pour être un petit peu masculin. Valérie, comment vous avez intégré cet univers? Comment vous avez construit votre parcours? Et que dites-vous aux jeunes femmes qui viennent vous voir en disant, en démontrant un intérêt pour ce milieu? Moi, comment je suis arrivée sur la cyber, c'est via l'IT, les telcos, etc. Donc des domaines déjà assez masculins à la base. Et puis j'ai eu l'opportunité de travailler avec un ami qui était dans la cybersécurité. Et ça m'a tout de suite intéressée parce qu'il y a un réel ancrage avec le quotidien, avec justement cette partie personnelle et ces pratiques personnelles. Et alors quant aux besoins de compétences, ça, il est clair. Donc, on accueille évidemment tout le monde, hommes et femmes. Effectivement, moi, je travaille avec le CEF6, donc j'ai à cœur d'onboarder des jeunes femmes. Oui, le CEF6, effectivement. On peut rappeler ce qu'est. Oui, le Cercle des femmes de la cybersécurité, c'est une association qui accueille des hommes d'ailleurs, mais qui fait beaucoup de communication, de formation, de coaching pour effectivement des femmes de tous âges qui peuvent changer de parcours également. Et la cyber et encore une fois la conformité au RGPD au sens large, ce sont des métiers très variés, des métiers techniques, des métiers de projet, des métiers de recherche, des métiers où il peut y avoir de la routine, où il peut ne pas y avoir de routine quand on gère des crises, quand on fait de l'investigation. Donc moi, mon mot, c'est allez-y, c'est passionnant. C'est en pleine croissance, donc vous avez du travail pour des années, jusqu'à la retraite peut-être. Donc c'est un domaine vraiment passionnant et qui peut satisfaire tout type de compétences. Bertrand? Alors, je suis membre du CEF6. Ben voilà. Oui, les femmes ne sont pas bagels, les femmes accueillent. Mais non, on est tolérants. Et ce qu'il faut bien voir, c'est hommes et femmes, on n'a pas forcément les mêmes logiciels, on ne fonctionne pas forcément de la même façon. Et c'est ça qui est enrichissant. Là, moi, je féminise un peu plus les équipes. J'ai le plaisir là, d'accueillir prochainement une nouvelle collaboratrice. C'est super. Et en tout état de cause, oui, il n'y a pas assez de femmes dans la cyber. C'était, je crois, 11%. Il y a 2 ans, 11% des collaborateurs au sens large dans la cybersécurité, hein, donc tout métier confondu, c'était 11% de femmes. En termes de parité, je pense que là, on peut faire quand même beaucoup mieux. Donc, les filières cybersécu se sont déjà bien structurées d'une façon générale parce qu'on avait un manque cruel en France. Donc là, on a beaucoup d'universités qui ont fait des filières à Bac+3, Bac+4, Bac+5 pour combler les manques que nous avons de façon opérationnelle sur le terrain. Les femmes, pour en avoir parlé avec un responsable universitaire il y a quelques semaines, ça progresse un peu dans les promotions, mais ce n'est pas encore ça. Donc, c'est comment aujourd'hui on fait connaître nos métiers aux jeunes filles, au lycée, qui s'apprêtent à s'engager dans des filières de sciences, mais pas forcément que sciences, parce que le monde de la cyber, il est extrêmement diversité. Moi, j'ai
j'ai un profil commercial, on a des femmes dans le domaine du commercial, du marketing. Donc, c'est comment on fait mieux connaître nos métiers au sens large du terme au lycée pour obtenir justement une diversité et une parité dans nos métiers dans les prochaines années. Donc ça, c'est un véritable enjeu de société. C'est super. Je ne résiste pas à vous livrer le dernier message que nous venons de recevoir sur le chat de Brigitte qui dit « Vous donnez vraiment envie d'y aller. Peut-on vous contacter à ce sujet ?» Donc, bien sûr. Avec plaisir. Donc, voilà, Brigitte, je pense que par exemple, typiquement sur LinkedIn, on peut trouver les contacts. Je suis obligée de boucler cette conversation qui est vraiment passionnante. On pourra en parler vraiment des heures. Il y a tellement de sujets à déplier et tellement de perspectives devant nous à ce sujet. Mais on va libérer les spectateurs et vous aussi. Merci. Valérie, merci Bertrand merci à vous. de votre participation. Merci Kantar pour les insights et à très vite pour une nouvelle émission. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.